Alors, en n'écoutant pas les professeurs, parce que l'éducation nationale, on a tendance à vous dire, surtout vous ne deviendrez jamais réalisateur ou caméraman, il faut prendre un métier normal, et moi j'ai pas lâché le morceau. C'est vraiment ce que je voulais faire, donc j'ai persisté dans cette voie-là. Et puis ensuite, en même temps que j'ai commencé une activité, disons, normale de chef opérateur et de réalisateur en faisant de la pub, de la fiction, donc des choses en studio, avec des grosses caméras et tout ça, comme j'étais très sportif, parallèlement à ça, j'ai été amené à avoir l'occasion de faire des documentaires dans des milieux un peu difficiles. Donc j'ai filmé que ce soit des grands scientifiques comme Jean-Louis Cheminet ou Jacques Durieux sur plein de volcans actifs à travers le monde, ou bien des aventuriers comme Jean-Louis Etienne au pôle Nord, ou Laurence de la Ferrière en Antarctique, Régis Belleville dans le désert, pas mal d'autres. En fait, comme j'étais très sportif et que j'ai grandi à la montagne, j'étais à l'aise dans ces milieux-là et j'arrivais à y faire mon travail à peu près normalement, quoi. J'ai rencontré ma compagne Bettina à l'air, en fait, parce que j'étais en tournage avec Jean-Louis Etienne, donc je le filmais lors de sa mission qui s'appelait Opération Banquise. Donc il avait construit une capsule qui devait dériver depuis le pôle Nord jusque quelque part au sud en direction du Groenland, et il faisait des expérimentations scientifiques. Et en fait, on s'est retrouvés bloqués au moment de l'évacuation, tous les gens qui étaient sur la banquise, qui devaient être évacués, donc il ne restait plus que Jean-Louis sur la banquise. On s'est tous retrouvés bloqués pour des raisons de logistique russe dans la base flottante Bornéo. Et là, avec Bettina, on s'est rencontrés. En fait, elle venait de terminer une expédition qui était sa 4e expédition au pôle. Donc, elle avait fait une première expédition qui était juste un dernier degré, donc c'est disons un trip un peu touristique, où on fait juste des 100 derniers kilomètres pour aller jusqu'au pôle. Ensuite, elle avait essayé par 2 fois d'aller toute seule jusqu'au pôle. Les 2 fois, elle avait dû abandonner pour des raisons différentes. Et puis là, comme c'était pas trop bien passé 2 fois toute seule, elle revenait avec un copain pour un peu juste se faire plaisir, faire une grande balade et reprendre goût à l'Arctique qu'elle aime tant. Et voilà, on s'est rencontrés, puis c'est passé ce qui devait se passer, quoi. En fait, après notre rencontre, Bettina, elle avait ce projet de réessayer de partir de la Sibérie et d'aller jusqu'au pôle en marchant. Donc ça fait 950 km sur la banquise. Et puis, elle a essayé de me convaincre de le faire. Au début, je voulais pas trop. J'avais un peu envie de passer de l'autre côté, parce que j'avais filmé beaucoup d'aventuriers. J'en avais un peu marre de toujours faire le même genre de film. J'ai dit, bon, je ferai plus une aventure, ou alors je ferai l'aventure moi-même, quoi. Et puis je me destinais plus à faire quelque chose en Himalaya ou quelque chose d'escalade très difficile, parce que c'est plus mon milieu, la montagne. Et puis elle m'a convaincu d'aller avec elle. Et donc on est parti de Sibérie début mars, et puis 58 jours plus tard, on était au pôle. C'était assez difficile pour moi, parce que j'avais jamais mis de ski nordique au pied. Donc il fallait que j'apprenne ça, puis 3 milliards d'autres choses, mais elle était là pour m'apprendre. Et puis, comme elle m'avait dit, le problème, c'est pas ça, le problème, c'est dans la tête. Et en fait, elle avait raison, quoi. Donc, petit à petit, j'ai appris à tenir le coup, et puis à vivre là-bas et à devenir un animal polaire, comme ça, c'est la seule manière de s'en sortir, quoi. Donc, il faut tenir les 20 premiers jours, et après, il ne faut pas faire d'erreur pour que ça continue jusqu'au bout, quoi. Ce qui avait été très dur, c'est qu'on était en train de réussir, et puis à nouveau, les problèmes de logistique russe nous ont rattrapés, et on a dû subitement finir plus rapidement que prévu, quoi. Donc non seulement il a fallu réussir, mais en plus dans un délai pas du tout adapté aux conditions qu'on a rencontrées. Donc ça s'est vraiment terminé en sprint, en faisant 14 heures par jour de marche. Donc ça fait qu'il ne reste plus que 5-6 heures pour dormir. Et ça pendant plus de 15 jours, c'était assez violent, mais quand même on a dû aimer ça, puisqu'on y est retourné après, quoi. Ben en fait, ça a totalement changé comme terrain, et donc les méthodes pour s'y attaquer sont devenues totalement différentes. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même relativement gelé, il y avait peu d'eau et moins de packs. Et maintenant, avec le réchauffement planétaire, il y a de plus en plus de leads, donc ces chenaux qui s'ouvrent et puis qu'il faut traverser. Donc maintenant, c'est plus envisageable de faire une traversée complète sans nager, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop pour espérer faire le tour. Donc en fait, il faut partir avec une combinaison étanche et puis se mettre à l'eau, quoi. Et nager comme ça, on a traversé jusqu'à 100 mètres, ce qui est quand même assez éprouvant, quoi. Mais c'est maintenant, on ne peut plus contourner ça, quoi. Et puis il faut aussi se préparer à des températures très élevées,
Parce que en fait, il y a surtout en fait depuis 2000-2001, c'est vraiment il y a une sorte de tournant qui a eu lieu à ce moment-là. Les moyennes de température ont totalement changé et on rencontre des températures positives en fait dès le début du mois de mai. Et donc on a eu de la pluie vers le 6 mai ou quelque chose comme ça. Et en fait après ça se refroidit pas. Alors peut-être qu'on a eu affaire les 2 fois où on y allait à des années relativement chaudes, mais je pense que de toutes les manières on va vers de plus en plus chaud, quoi. C'est une évidence. Et les expéditions qui à présent veulent partir pour faire une traversée complète, il faut qu'ils envisagent les choses tout à fait différemment de ce qui a été fait par le passé, même à la limite tout à fait différemment de ce que nous on a fait quand on a tenté de traverser. Parce que même si on est allé très très loin, les quantités d'eau qu'on a rencontrées à la fin montrent qu'il faut vraiment repenser tout ce type d'expédition totalement, quoi. En fait, il faut pouvoir tenir plus longtemps, il faut peut-être même sûrement avoir un kayak, parce que nager ne suffit pas. En fait, les bras d'eau sont tellement immenses qu'on ne peut plus les nager. Et puis il faut partir encore plus tôt, un bon mois plus tôt, je pense. Et pour finir, il faut se poser la question de ravitaillement après le pôle, quoi, parce que nous en fait on n'était pas ravitaillés après le pôle. Et même si on avait encore suffisamment de nourriture pour tenir jusqu'au bout et atteindre le Canada, il y avait tellement d'eau qu'on n'avançait plus, donc on ne pouvait pas. Donc moralité, il faut se dire, faut reprendre toutes les données de distance restantes et se dire que la distance finale en fait va être faite tout à fait différemment de ce qu'on peut avoir comme moyenne habituelle. Il faut prévoir peut-être un mois de plus, quoi. Pour moi, il y a des moments très importants. Le premier moment, c'est au départ de la deuxième expédition, le premier jour où je me suis mis à marcher. C'était très étrange parce que j'ai pas été sur la banquise depuis 2 ans. Et puis je m'étais promis de ne pas y retourner en plus. Et c'était totalement fascinant de voir à quel point je me sentais à la maison, quoi. Même sans avoir été là pendant 2 ans. Et d'un seul coup, je me disais, ouais, ça y est, je sais où je suis, je sais où je vais. Et j'étais chez moi, quoi. Et ce sentiment d'être totalement coupé du monde, savoir que si on appelle au secours, ça peut prendre 5, 6, 7 jours. Et qu'on est totalement dépendant que de nous-mêmes, quoi. Et on est comme ça dans les mains de la nature. Et puis il faut arriver à l'apprivoiser. Et ça, c'est vraiment exaltant, quoi. Puis c'est tellement immense, c'est tellement beau. Il y a des couleurs, tout c'est comme un musée à ciel ouvert, en fait. Et chaque 100 mètres, on découvre une forme, une couleur. Enfin, c'est vraiment très joli, en fait. Et quand on arrive à passer au-delà de la douleur, vraiment, on voit des choses extraordinaires, quoi. Et même des fois, c'est dans les moments les pires où on est totalement dégoûté d'être là, parce qu'on a froid, c'est atroce, quoi. Et là, on tourne la tête, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et d'un seul coup, il y a un rayon de lumière, des choses vraiment merveilleuses, quoi. Après, le moment évidemment fort, c'est quand on a rencontré un ours. En fait, moi, j'ai vraiment peur des ours. Bettina a beaucoup d'expérience, elle avait déjà rencontré 7. Mais moi, je n'avais pas du tout cette expérience. Et j'avais comme ça ce fantasme de l'ours qui se cache et puis voilà, qui vous saute dessus pour vous bouffer, quoi. Et en fait, ça s'est passé comme dans un rêve, quoi. Il est venu, il y avait un lead avec de la fumée derrière lui, donc c'était très joli. Il est venu tout doucement, j'ai eu le temps de sortir la caméra, de faire des photos. Et il n'a pas aimé de se prendre une balle en plastique, donc il est parti. Donc c'était même pas vraiment flippant, en fait, hein. C'était juste très très beau, quoi. Puis ce qui est étonnant, c'est vraiment de se dire, bon, alors on est chez lui, quoi. On ne peut pas lui échapper. Il peut courir à 60 km/h. Il fait 100 km en 24 heures. Il n'y a aucun moyen de lui échapper, quoi. On est chez lui. Donc maintenant, il nous laisse passer, il ne nous laisse pas passer. Il faut gérer la rencontre, quoi. Et c'était vraiment... D'abord, on a peur de tomber sur un ours comme ça par hasard, puis paf, qu'il vous mette un coup de patte, et puis c'est fini pour vous. Puis ensuite, on a peur quand il est là, qu'il approche, qu'on a le temps de sortir là, mais on a peur d'être obligé de le tuer, en fait, quoi. C'est vraiment... une sorte de contresens avec toutes les raisons pour lesquelles on est là, quoi. Mais à un moment donné, si vous vous bouffez, je vois pas bien quel autre choix on a, quoi. Et donc c'était vraiment génial de tomber sur un qui insiste vraiment, parce qu'il est venu tout près, mais qui lâche l'affaire, hein, qui s'en aille. Donc ça a pu juste faire une belle histoire, comme je les aime. C'était parfait. Je sais pas, ce que le pôle m'a appris, c'est un peu
compliqué à résumer brièvement, mais en tout cas, il m'a donné l'occasion d'aller au bout de moi-même, quoi, et, que ce soit physiquement évidemment, mais surtout psychologiquement, parce que c'est dur, c'est douloureux, c'est long, et c'est surtout un défi psychologique, je pense, parce qu'en fait le corps s'habitue, petit à petit il se transforme. Au bout de 20 jours, on arrive à survivre, et puis je dirais qu'au bout de 40 jours à peu près, on devient vraiment, on est à l'aise dans ce milieu, on est à sa place. Mais par contre, psychologiquement, ça reste dur tout le long, quoi. Et pour des raisons différentes, ça évolue. Mais en tout cas, je pense pas. Moi, j'ai filmé pas mal de grands aventuriers, et souvent, ils parlaient de, je sais pas, une sorte de sagesse, ou de. Ça, on deviendrait plus intelligent, plus beau, plus grand. Je vois pas, hein. Franchement, je vois pas tellement la différence. En tout cas, ça donne des choses pour soi personnellement, quoi. De se connaître dans des moments difficiles. Puis bon, dans le cas particulier qu'est le nôtre, où on est un couple, en plus, on voit aussi comment est l'autre tout au bout, tout au bout, tout au bout, quoi. De la fatigue physique, mais aussi psychologique, quoi. Donc il y a une connaissance de l'autre qui est vraiment très très forte. Et quelque chose de très particulier qui est la dépendance à l'autre, quoi, qui existe déjà dans tous les couples, mais qui là est vraiment exacerbée, quoi, parce qu'on a besoin, on se partage les choses et chacun a besoin de l'autre pour survivre, quoi.